On n'est pas là. Merci beaucoup. Merci. Nous enchaînons maintenant avec un éclairage. Le thème s'intitule « La soutenabilité économique », c'est un mot horrible, mais c'est comme ça, des systèmes de santé. Et j'invite Éric Labaille, directeur associé senior chez McKinsey, pour 15 minutes. Voilà. Cher Éric, écoute, la soutenabilité économique des systèmes de santé, quels en sont les déterminants, à ton avis ? Alors, je commencerai déjà par donner quelques chiffres avant de répondre directement à ta question. Quand on pense système de santé, le poids dans le PIB, c'est 8,9% dans les pays de l'OCDE. Donc un chiffre assez important, 75% soutenu par la dépense publique. Mais le point de soutenabilité, c'est que ce chiffre n'a pas arrêté d'augmenter depuis 50 ans. En gros, on a une dépense de santé qui croît de 1 à 2 points au-dessus du PIB depuis les dernières années. Et donc c'est ça la question de la soutenabilité, c'est comment est-ce qu'on va financer cette croissance des dépenses de santé et surtout comment est-ce qu'on le fait avec les générations d'aujourd'hui sans endetter les générations de demain. Je dirais qu'en France, on a évidemment cette question du déficit. Il serait intéressant de noter d'ailleurs que dans beaucoup de pays, il n'y a pas cette question de déficit, mais c'est ça en fait la question de la soutenabilité. Alors les déterminants, je pense qu'au-delà du financement, il faut regarder les bénéfices. Bien entendu, le bénéfice premier, c'est la santé de la population. Et on a bien vu les dernières années que la croissance des dépenses de santé a été corrélée à une croissance de la santé de la population. Donc c'est les outcomes, c'est l'espérance de vie, c'est la réduction des taux de mortalité. Et donc il faut bien prendre en compte quelle est justement la progression qu'on va avoir en fonction de la progression du financement. Un deuxième élément, c'est l'équité, puisque dans un système de santé, il n'y a pas que la partie santé de la population, mais équité, accessibilité des soins. Et donc là, est-ce qu'on continue aussi à progresser à ce niveau-là ? Mais troisièmement, on a aussi la question de l'impact économique du système de santé. On sait qu'il y a un effet multiplicateur aux dépenses de santé dans l'économie. Une population en bonne santé développe mieux le produit économique du pays. On le voit, bien entendu, dans l'industrie pharmaceutique, on le voit par l'excellence des hôpitaux, mais on voit aussi qu'une industrie de santé vibrante a un impact au-delà des dépenses uniquement de santé, sur les exports, sur les balances courantes. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et le dernier point que je mettrais, c'est simplement l'efficience. Alors là, l'efficience, c'est en gros tous les coûts que l'on met au-delà du coût simplement de procurer les soins. C'est les coûts administratifs, c'est les délais. Est-ce que le système est efficient ? Et donc la question aujourd'hui de la soutenabilité, c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir un bon équilibre entre l'état de santé de la population, l'équité, la croissance économique induite, l'efficience, et tout ceci sans demander aux générations futures de payer pour ça. Alors, je terminerai peut-être avec 2 ou 3 constats. Le premier, c'est qu'on n'a pas de corrélation aujourd'hui entre, alors dans des pays comparables, entre le montant de dépenses et la qualité des soins. C'est-à-dire qu'il y a une énorme variabilité. En fait, quand on va d'un pays à l'autre, par pathologie, on voit des différences de 1 à 5. Donc il y a encore un potentiel sûrement de compréhension de quels sont les coûts associés à la valeur qui est assez important. Deuxième élément, comme je disais, le déficit n'est pas inéluctable. On est dans un pays où on est toujours en déficit sur beaucoup de dépenses publiques. On va chez nos voisins hollandais, chez nos voisins allemands. Ils n'ont pas de déficit pendant 3, 4, 5 ans. Alors, ils peuvent faire une fois un déficit, une fois un surplus, mais quand on prend sur 4, 5 ans, ils sont à l'équilibre. Donc, cette question de la soutenabilité, elle est possible. Donc, ce n'est pas un rêve. On va justement revenir sur le comment, mais donc c'est possible. Dernier élément, on pose souvent la question, mais est-ce qu'il y a un système qui est meilleur que d'autres pour la soutenabilité ? Et le point de vue que j'aurais, c'est non. Il n'y a pas un système qui est meilleur. Ils viennent tous de différentes sources, en termes de comment ils ont été conçus il y a 30, 50 ou 100 ans. Mais aujourd'hui, on a des systèmes qui sont en fait des mix en termes de leur structure. Et la vraie question de la soutenabilité, c'est à partir d'un système de santé donné dans un pays, par contre, quels sont les 3 ou 4 axes de travail qui souvent vont être les mêmes pour assurer la soutenabilité, mais ils vont être appliqués dans chacun des pays de façon différente. Voilà un peu quelques éléments à ta première question. D'accord. Alors, tu me fais rêver avec tes déterminants qui sont super, mais pourquoi ça ne marche pas ? Quels sont les freins à cette mise en place ? Alors, des freins, je commencerai. Le premier, c'est lié simplement, on va dire, au marché de la santé, qui n'est pas un marché commercial. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine économique dans lequel l'utilisateur n'est pas le payeur direct. Donc, je dirais, on n'a pas la régulation classique d'un marché, où transparence sur la qualité, transparence sur les prix et ajustement du marché. Et puis deuxièmement, on a une certaine asymétrie d'information puisque tout le monde n'a pas l'information pour prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est inhérent au système. Alors on va regarder tout à l'heure comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer au moins la deuxième partie de l'asymétrie de l'information. Mais le deuxième élément, c'est qu'on a toutes les tendances, toutes les forces aujourd'hui vont pour une croissance des dépenses. On a une croissance de la demande, vieillissement de la population, donc nouvelles maladies,
un temps de traitement beaucoup plus long du fait que l'espérance de vie est plus longue. Donc là, naturellement, on demande plus forte. On a aussi des façons de vivre qui font qu'on a des maladies chroniques qui aussi sont en croissance. Diabète, maladies cardiovasculaires. On a aussi des attentes des consommateurs, patients, citoyens, qui augmentent, avec un niveau de vie croissant, des attentes croissantes. Et puis, donc, comme je disais, comme on n'a pas la conscience des prix, bien, on a naturellement des demandes supérieures. Donc, toutes les tendances du côté de la demande sont à la hausse. Mais on a la même chose du côté de l'offre, puisque les nouvelles technologies apportent des nouveaux traitements, mais focalisés sur le résultat. Ce qui est très bien, d'ailleurs. C'est ça, la recherche scientifique. On amène des résultats, on amène des nouvelles façons d'avoir des meilleurs outcomes, des meilleurs résultats, mais l'équation économique n'est pas prise en compte. Donc à ce niveau-là, comment est-ce qu'on adapte, justement? On a tous ces débats actuellement sur les traitements pharmaceutiques, souvent très onéreux pour des systèmes ou des maladies particulières. Mais ça, c'est la recherche scientifique qui le produit. Comment est-ce qu'on va le traiter? Mais néanmoins, ça conduit à des coûts supérieurs. Et puis l'autre élément quand même, c'est que la capacité à faire bouger les institutions médicales est difficile. Bon, c'est un euphémisme. Voilà, c'est un euphémisme. Mais bon, au nom, je dirais, du bien commun. Le médical, c'est difficile, c'est complexe. Avant de bouger, il faut en parler longtemps. Et donc là, comment est-ce qu'on peut justement accélérer la transformation va être un des sujets. Mais donc aujourd'hui, tu vois, la question, c'est que la demande est en hausse, l'offre est en hausse. Et donc, toute cette question de la soutenabilité, c'est comment je donne le bon équilibre, où j'arrive à avoir le bon équilibre entre cette demande et cette offre pour justement assurer que le financement soutient ces deux tendances. Bon, alors, docteur Labaille, je suis vraiment malade. Qu'est-ce que vous allez me faire? Est-ce que vous allez me mettre des sangsues ou des cataplasmes comme du temps de nos grands-mères? Ou est-ce que vous avez des solutions vraiment intelligentes et efficaces qui marchent? Alors, des solutions, sûrement des pistes, oui, quand même. Je pense tout le monde regarde un petit peu ce sujet. Et je voulais mettre un peu 5 pistes sur la table pour discussion. Je pense qu'on va discuter les années précédentes, on va les discuter encore aujourd'hui. Mais avant, même ces 5 pistes, j'ai une première réflexion qui est de se dire, on parle de système de santé et pas de système de soins. Je pense que ça, c'est super important, puisque la santé, elle ne dépend pas uniquement des soins, j'y reviendrai tout à l'heure, elle dépend de la façon dont on vit, elle dépend de beaucoup de parties prenantes. Et donc un premier élément, c'est comment est-ce qu'on développe une vision à 5, 10, 15 ans qui met toutes les parties prenantes autour de la table sur un système de santé. Et ça, pour moi, c'est un peu un prérequis à toute action sur l'amélioration justement de la soutenabilité. Ayant dit ça, je mettrai 5 idées sur la table. La première, et je reviens sur un de mes points de la performance, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une transparence de la performance. Alors performance au sens d'outcome vis-à-vis des coûts. Donc déjà du côté des résultats, aujourd'hui on est à l'ère du big data, on en parlait tout à l'heure, on en parlait l'an dernier. À l'ère du big data, on parlait de la variabilité. Il y a une énorme variabilité entre prestataires de soins, entre pays sur une même pathologie. Comment est-ce qu'on utilise le big data déjà pour améliorer notre compréhension du résultat? Et donc se dire quel est justement le bon protocole, la bonne façon de traiter pour améliorer le résultat, mais en même temps avoir une transparence sur les coûts. Et là, je pense qu'il y a un gisement incroyable d'amélioration justement de soutenabilité par une compréhension et le lien entre les deux qui permettra de prendre les bonnes décisions. Et la transparence sur ces éléments-là va permettre aux différents acteurs de prendre les bonnes décisions. Donc ça, point numéro 1, pas facile, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les données sont fragmentées, les données sont... il y a une question évidemment de on les cache. On les cache. Donc comment est-ce qu'on les met ensemble pour en tirer ces enseignements? Mais pour moi, on a besoin de cette compréhension pour faire avancer le système et prendre les différentes actions derrière. Alors, deuxième piste, simplement une piste de productivité. Productivité autour de comment est-ce qu'on procure les soins, mais même tout simplement déjà le digital, et là aujourd'hui, les nouvelles technologies, comment est-ce qu'on a un peu un traitement autour du parcours de soins, autour du patient, de bout en bout, en mettant les données ensemble. Et donc ça va permettre d'éviter des examens, puisque quand on a l'information, on n'a pas besoin de refaire l'examen, donc là on gagne en productivité pure, on enlève du volume. 2, on va aussi améliorer la décision. Alors là, il y a des exemples, des grands centres hospitaliers, des HMO américaines qui le font entre tous leurs centres dans une région, et là on voit des impacts en milliards d'euros, en milliards de dollars, de fait de mettre ces données ensemble, qui permet une meilleure décision clinique, parce qu'à la fois, c'est pas uniquement qu'on gagne en coût, mais on arrive à améliorer le résultat. C'est toujours, je crois, un point intéressant,
C'est toujours la productivité, c'est on améliore la output en réduisant l'input. Mais tu sais que c'est le mot le plus honni à l'ôpital, productivité, parce qu'on arrive à l'entreprise, on en parlera tout à l'heure. C'est le mot affreux en France. Mais je ne suis pas là pour être improductif. Effectivement, mais là-dessus, travaillons aussi au-delà de la santé dans pas mal de sujets de public. Le mot productivité, je le redis bien, c'est le service rendu par unité de... Oui, mais ça... Oui, mais justement... On est bien d'accord. Et donc c'est pour ça que la façon de bien le définir, je reviens à mon premier point, est-ce qu'on a bien une vue des outcomes, des résultats, et donc sur ces résultats, quel est le coût associé, et donc est-ce qu'on a une vraie décision, mais qui est une décision d'arbitrage entre les deux, mais c'est bien les deux. C'est pas uniquement on va réduire la qualité et réduire les coûts. Et néanmoins, ce que je dis, c'est qu'on a des tas d'exemples aujourd'hui, on fait les deux. On l'a vu dans un monde privé peut-être commercial, mais on le voit aussi dans le monde médical. Alors évidemment, il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le démontrer et puis ensuite le mettre en place. Mais il y a suffisamment de pilotes aujourd'hui, enfin plus que des pilotes d'ailleurs, c'est fait à des échelles de régions, à des échelles d'assureurs dans certains pays, qui démontrent que c'est possible. Donc ça, pour moi, c'est un élément très très important qui va permettre d'améliorer la prise en charge du patient, d'améliorer justement le long d'un parcours de soins bien le résultat de la santé. Deuxième élément de productivité, c'est de s'assurer aussi que l'on développe les différents canaux de prestataires qui sont de plus en plus spécialisés. Je dirais que l'hôpital généraliste d'il y a quelques années, il va toujours exister dans un segment, mais il y a de nombreux autres segments où il nous faut des hôpitaux spécialisés, il nous faut des centres de soins de quartier, il nous faut des centres d'urgence qui sont faits par des généralistes qui traitent les premières urgences avant d'aller dans les urgences d'hôpitaux, etc., etc. Et donc, beaucoup plus de segmentation pour ajuster, en fait, l'offre, en tout cas le coût, au résultat, en tout cas à la prestation potentielle. Et donc, du coup, on améliore globalement justement la soutenabilité du système avec cet élément-là. Donc ça, c'est mon deuxième point sur la productivité. Si je mets une troisième piste sur la table, c'est la prévention. On en parle souvent. La France est plutôt, je ne sais pas si on est en retard, mais en tout cas, l'emphase sur la prévention est moins élevée que dans d'autres pays. Or, c'est fondamental si on pense soutenabilité, puisque prévention d'aujourd'hui, c'est éviter des coups de demain. Et là, au Global Institute, on a fait tout un travail sur l'obésité, qui représente 30% des gens sont en surpoids dans le monde. Hein, c'est 2 à 7% des coûts de santé en fonction des différents pays. Eh bien, l'obésité, si on ne fait rien, ça va évidemment continuer à croître. Donc, justement, problème de soutenabilité. Or, la plupart des actions ne sont pas des actions de soins. C'est des actions soit de prévention, soit de mode de vie. On a identifié à peu près une quarantaine d'actions potentielles. Ça va être l'éducation, ça va être l'activité sportive à l'école, ça va être les cantines, ça va être tout ça. Et donc là, le point important aussi de la prévention, c'est que les acteurs qu'on doit mettre autour de la table, ne sont pas uniquement les acteurs de santé, de soins, et même de santé au sens large. C'est aussi les gens de l'agroalimentaire, les gens de la restauration. Et donc là, c'est assez important de travailler dessus. Et donc, une plus forte emphase sur la prévention est fondamentale pour la soutenabilité. Et de nouveau, au fur et à mesure, dans nos travaux sur l'obésité, on s'est bien rendu compte qu'on n'a pas encore tous les éléments sur le lien coût-résultat. On voit tous que, grosso modo, la contribution économique à la société est positive, mais ensuite la priorisation, etc. Il y a encore un travail à faire, c'est mon premier point. Continuer à travailler sur cette compréhension, mais néanmoins la prévention dans un système pour la soutenabilité, sûrement renforcer l'emphase sur la prévention de façon assez radicale. Quatrième piste, c'est de mettre le citoyen, patient, consommateur, je dirais, plus en charge de lui-même. La santé, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Je veux dire, c'est droit-devoir. Et donc, de fait de l'information disponible, le mettre en charge, en fait, de sa santé. Beaucoup plus responsable de sa façon de vivre, responsable de ses traitements, et aussi capable de choisir les prestataires qui sont les mieux à même de répondre à ses besoins. Et donc là, c'est autour de la transparence de l'information qui permettra de faire ça, et bien entendu, assurer que ceci est pérenne. Et alors le dernier point que je ferai, c'est là le bouclage, je dirais, avec le côté financement, c'est les incitations. Comment est-ce qu'on incite le système à être vertueux autour de ces éléments ? Et donc là, c'est une évolution d'une incitation à l'acte, à l'incitation à la valeur. Alors aujourd'hui, on rémunère essentiellement à l'acte, donc le volume. De plus en plus, et on commence à voir justement des essais enfin plus que des essais, d'ailleurs ça a été mis en place dans sur certains sujets ou certaines régions, comment est-ce qu'on rémunère les prestataires au résultat. Donc résultat le long d'un parcours de soins
versus chacune des étapes, dans la durée sur le résultat sur le patient. Et donc, du coup, ceci doit naturellement, de façon vertueuse, amener à justement un équilibre entre l'offre et la demande, entre le coût et le résultat. Alors, associé à ces incitations, il y a sûrement aussi sûrement une petite limite à la liberté. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dès maintenant, sur un patient ou un citoyen, eh bien, le médecin référent est là. Il faut quelqu'un qui va aider à guider dans le système. Ou du côté des prestataires ou du médical, eh bien, si on se rend compte par l'analyse de la performance ou des résultats que certaines approches ou certains protocoles sont supérieurs, ils vont peut-être devenir un peu plus obligatoires, si on utilise ce terme. Donc il y a aussi un élément de normes, de standardisation, mais de nouveau basé sur une compréhension non pas des coûts, mais des résultats, et en gros le meilleur ratio, on va dire qualité-coût. Donc voilà, donc ces 5 éléments, je pense si on avance, et de nouveau, quel que soit le point de départ du système, eh bien, doit permettre d'avancer. Les points de productivité, je ne l'ai pas dit, c'est 7 à 10 points de coût. Donc si on se dit, si on arrive à faire ça sur 5 à 7 ans, on gagne le 1 à 2 points, dont je parlais tout à l'heure, au-dessus du PIB. Du coup, on arrive absolument à améliorer la qualité tout en simplement faisant croître les dépenses de santé avec la croissance du PIB. Donc voilà. Merci, cher Eric. Merci beaucoup.